Ces banquiers qui avaient imaginé des modèles très spéculatifs ont entraîné une récession mondiale. Un autre monde est-il possible ? Moi, j'aurais tendance à commencer en disant c'est le nôtre qui n'est plus possible. La démocratie, ce n'est pas uniquement le fait d'aller voter, encore faut-il voter pour des valeurs. Nous vivons dans un monde où les choses ne sont pas véritablement bien réparties et partagées. Je ne suis pas sûre que le seul progrès qui vaille soit l'accès au bonheur. Le bonheur de Voltaire, c'est il faut cultiver son jardin. De façon générale, on ne peut pas mieux faire qu'avec les anagrammes. Vous prenez l'anagramme de Carpe Diem, ça donne « ça déprime ». En neurologie, on sait que je ne peux prendre conscience du bonheur que si auparavant j'avais eu du malheur. Le bonheur, c'est la sensation de vivre ce à quoi on aspirait. Je crois qu'une des plus belles conquêtes de l'espace, c'est d'avoir pris cette conscience de notre planète. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour comprendre que 3 personnes ou 4 personnes dans une voiture, c'est mieux que 3 ou 4 voitures par personne. La révolution numérique, elle permet de faire des économies sur cette révolution industrielle passée. Qu'est-ce qui a organisé le monde tel qu'il est? C'est bien les êtres humains. Parce que l'école, c'est une chance pour nos enfants. C'est une chance. En 68, on revendiquait une certaine légitimité de la rue par rapport à celle des urnes. Les secours arrivaient toujours trop tard. J'ai un ami très proche dont la femme s'est radicalisée récemment. Elle a fait des études, des très hautes études. Elle avait un bon métier. Et que n'importe quel progrès technique conduit à une amélioration morale. Il me semble que plus personne ne croit ça. La société française, elle est en proie à un certain nombre de morcellement. Il y a des jeunes qui ont tendance à se radicaliser. Ceux qui veulent tenter d'instituer une société sans artistes ont du boulot. Le critique littéraire, après la sortie de Madame Bovary, a écrit « Monsieur Flaubert n'est pas écrivain ». Qu'est-ce qui vous fait choisir le sujet d'un roman? Cette accumulation des connaissances, il faut l'ingurgiter, il faut l'absorber, il faut la comprendre. Je trouve ça difficile de ne pas être optimiste. Évidemment, le défi qui nous arrive maintenant, c'est le défi du changement climatique. Je crois qu'il ne faut pas qu'on soit résigné, il faut qu'on soit des engagés. Et nous avons tous ce pouvoir de changer le monde. Les grands sages chinois, Bouddha disait, ils ont 2 immenses oreilles et une seule bouche, parce qu'il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Je considère que l'allongement de la durée de la vie est une très bonne nouvelle. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que l'information scientifique circule et passe au grand public. Ces grandes villes, les gens ne viennent pas parce qu'ils trouvent du travail, ils viennent parce qu'ils viennent de campagnes qui sont ruinées. Je crois que savoir que l'autre, celui qui est en face de toi, possède des trésors qu'il peut t'apporter, quoi. C'est quoi l'amour qui va faire qu'on reste le proche de celui qui se fragilise? Comment ça marche l'amour? On ne sait plus. J'ai commencé la musique, je crois, déjà dans le ventre de ma mère. On demande de plus en plus à la recherche d'avoir des résultats à court terme. Je dis arrêtons ces logiques suicidaires d'austérité. Que la gauche, normalement, est liée au progrès. Croire au progrès, c'est croire que le futur peut être différent du présent. Je pense qu'avant mon exposé, cet exposé, vous aviez les idées claires. J'espère maintenant qu'elles seront confuses. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous assure, je ne suis pas un robot. Je crois que les membres du panel non plus. On pourrait faire le test de Turing pour vérifier. Merci de venir à ce débat qui, je l'espère, va nous rendre immortels, puisque c'est le but ultime de l'intelligence artificielle. Et c'est le thème de notre débat. Intelligence artificielle, algorithme, où allons-nous? Le sujet est au cœur de l'actualité. Alors, j'ai le regret de vous dire que Cédric Villani est en marche, pour l'Europe notamment, mais il est à Orsay pour lancer la Grande Marche pour l'Europe, et donc il va arriver, me dit-on, mais pas forcément tout de suite. Donc je voudrais remercier d'abord Gérard Berry, qui était là tout à l'heure dans le précédent débat, et qui est professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, de participer au débat et de nous donner aussi cet élément scientifique. Sont avec nous autour de moi, autour de la table, plusieurs intervenants qui connaissent très bien le sujet. Mais d'abord, je voudrais vous présenter les rencontres capitales, car peut-être tout le monde ne les connaît pas. C'est la 5e édition des rencontres capitales. C'est le grand débat
biennale Sciences, Progrès et Société de l'Académie des Sciences qui nous accueille. Pendant 48 heures, sous cette coupole et dans la grande salle des séances de l'Institut de France, débattent avec près de 5000 spectateurs, et merci d'être aussi nombreux ce soir, des grandes mutations du monde qui sont nombreuses actuellement, et on va en parler. Ce débat a été préparé avec un panel d'étudiants que je salue, qui sont au 2e rang, qui sont des étudiants, des jeunes diplômés, coordonnés par la plateforme Nova. Donc merci d'être là aussi toutes et tous ce soir. C'est donc aussi le premier événement de débat en France accessible aux sourds et aux malentendants, grâce à la Fondation pour l'audition. Et enfin, ça c'est un point important pour moi, journaliste à la Tribune, je dirige la rédaction de ce journal, qui a consacré depuis 5 ans 4 unes à l'intelligence artificielle. Donc pour vous dire que c'est un sujet que nous ne découvrons pas, mais qui est de plus en plus d'actualité. Donc les rencontres capitales soutiennent également la Maison des journalistes, qui héberge et protège les journalistes réfugiés politiques du monde entier, ayant une pensée pour eux. Parfois, il y a des journalistes sur le terrain qui risquent leur vie, et ce ne sont pas des intelligences artificielles. Alors, je l'ai dit, le sujet est au cœur de l'actualité. Vous avez tous évidemment lu le rapport Villani. Si vous ne l'avez pas lu, il viendra peut-être nous en faire un résumé. J'allais dire, ce n'est pas qu'un débat technologique. C'est un débat politique, c'est un débat de société, c'est un débat qui nous concerne tous et toutes, parce que c'est la part de l'humain, finalement, sur cette terre qui est en cause. On a tous un smartphone, on a tous déjà des intelligences artificielles avec nous. On ne va pas seulement se projeter dans ce futur dont je pense nous ne voulons pas. C'est le futur que nous promet certains de la Silicon Valley, le transhumanisme. Est-ce qu'on va télécharger notre cerveau dans des ordinateurs? C'est une façon de se rendre immortel, pas forcément celle que nous souhaitons. On va parler aussi de l'intelligence artificielle du quotidien, les algorithmes du quotidien, parce que finalement, c'est peut-être ceux qui d'abord sont déjà là et qui vont le plus transformer notre vie, puisqu'ils vont être dans notre quotidien et de plus en plus. Alors pour en parler, en dehors, donc comme je l'ai présenté, de Gérard Berry, j'ai le plaisir d'accueillir Eli Cohen, qui est ici, qui est économiste, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est un grand spécialiste de l'économie industrielle et qui va nous parler dans quelques instants de ce qu'il pense de l'industrie de l'IA, puisque c'est en train de devenir toute l'industrie. Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière, qui est directrice exécutive innovation et technologie chez Orange, qui est la seule femme parmi nous. Je le regrette, mais il y en aura de plus en plus au prochain débat. J'espère que l'année prochaine, il y aura plus de femmes que d'hommes. On en parlera. Elle est donc chez Orange, c'est une scientifique. Elle est diplômée des mines télécom et de la rue d'Ulm, et elle travaille chez Orange sur l'innovation. Elle est également très impliquée dans les réseaux féminins, puisqu'on va parler de cette question. Si on veut que l'IA représente toute la population et pas simplement les hommes, les femmes c'est 50% de la population mondiale, c'est un des sujets. Cyrus North, qui est ici, est un brain-turner, comme il se présente lui-même sur Twitter. C'est le créateur d'une chaîne YouTube autour de concepts philosophiques, et il est spécialisé dans les vidéos pour essayer de faire comprendre à la fois la société avec ce regard philosophique, mais aujourd'hui les technologies, on vous entendra. Enfin, j'ai à côté de moi, Philippe Vallée, qui est le directeur général de Gemalto. Gemalto, tout le monde connaît, tout le monde en a dans sa poche, puisque c'est la carte à puce, notamment, les cartes bancaires, c'est les téléphones, bien sûr. C'est une grande entreprise technologique française, un grand succès français, évidemment. Et on parlera avec lui aussi de cette question industrielle. Est-ce qu'on a déjà perdu la bataille face à la Silicon Valley ou aux Chinois ou pas? Alors, avant d'entendre les questions du panel, qui les poseront tout à l'heure, je voudrais faire un premier tour de table et peut-être demander à Gérard Berry de nous expliquer, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec cette intelligence dite artificielle, de quoi parle-t-on exactement? Quel est l'état de l'art? Le rapport Villani en dit beaucoup de choses. Il dit aussi, c'est le moment d'y aller. Prenez le micro qui est devant vous. Oui, alors effectivement, c'est utile de faire des précisions sur le sujet parce qu'on entend de tout et de n'importe quoi. Donc je vais essayer d'être un peu précis. L'informatique, c'est la science de la mise en œuvre des algorithmes qui sont des méthodes de calcul sur l'information. Et la plupart des algorithmes qu'on écrit, j'en ai écrit beaucoup, il y en a plein vos voitures, plein vos avions, il y en a partout.
Il y en a dans le système de son qui est là, qui ne sont peut-être pas optimaux. Et il y a donc les algorithmes, en gros, on écrit ce que doit faire l'algorithme. Maintenant, des gens se sont demandé, est-ce qu'on ne peut pas s'intéresser à un autre problème, il y a très très longtemps, hein, dans les années 50, qui est de comprendre qu'est-ce que ça pourrait être une notion d'intelligence. Les algorithmes ne sont pas du tout intelligents. Les ordinateurs sont les organismes les plus bêtes qu'on ait jamais fabriqués. Ils font des multiplications, des additions à toute allure sans jamais faire d'erreur. Est-ce qu'on peut faire autre chose avec ces bêtes-là? Et donc l'idée, c'est de dire, au lieu de tout expliquer nous-mêmes, est-ce qu'on peut laisser les machines quelque part découvrir des choses toutes seules? Alors, il y a eu beaucoup d'échecs, énormément d'échecs dans ce domaine. Disons que jusqu'à une date récente, la plupart des choses n'ont pas du tout marché. Et il y a quelques années, il y a eu une révolution très importante dans le domaine qui est facile à comprendre si vous allez sur le site de Collège de France, parce qu'un de ses initiateurs était Yann Lequin, chercheur français à New York et à Facebook, qui a donné un cours au Collège de France sur ce sujet pendant un an en 2016. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des choses dans les données et pas dans les algorithmes qu'on invente nous. Par exemple, on prend des photos et on va essayer de reconnaître dedans des animaux, des gens, etc. Et on va faire un mécanisme qu'il est exagéré d'appeler l'intelligence artificielle, mais qui est une partie du domaine, qui s'appelle l'apprentissage automatique. On va donner des images annotées par millions, annotées à la main, par millions à ce système, qui vont apprendre d'une façon qu'on ne comprend pas. On ne sait pas comment ça marche à l'intérieur, vraiment. On sait comment on les a construits, on ne sait pas ce qu'ils font vraiment, vont apprendre à reconnaître avec une très bonne fidélité qui devient meilleure que la nôtre, ces choses-là. On peut faire ça pour d'autres tas de domaines. On a vu le Go, par exemple. Le Go, une machine nue, c'est-à-dire simplement en jouant contre elle-même, apprend à nous battre. Elle va faire des milliards de multiplications, des centaines de milliards de multiplications, une chose qu'on est complètement incapable de faire. Donc ce n'est pas 100% surprenant que nous, on ne soit pas très bon au Go par rapport aux machines. Mais c'est quand même extrêmement brillant. La reconnaissance de la parole, des choses comme ça, marchent là-dessus. Pour faire marcher ces systèmes, il faut plusieurs choses. Il faut une grosse puissance de calcul. Il faut énormément de données fiables. Il y a beaucoup d'endroits où il y a beaucoup de données pas fiables. Là, ça ne marche pas. Mais par exemple, en médecine, je fais un colloque le 2 mai au Collège de France sur l'imagerie médicale et l'apprentissage. En médecine, les données sont fiables et on sait qu'on va faire aussi bien que les radiologues, etc. Donc le problème, c'est que tout ne marche pas magiquement. C'est beaucoup moins magique qu'on se rend compte. Ce ne sont pas des systèmes intelligents. Il ne faut pas confondre. Le mot intelligent se prête à confusion. Yann Lequin disait l'autre jour à la réunion avec le président de la République et Cédric Villani, il disait je serais le plus heureux des hommes si à la fin de ma carrière on arrive à avoir le bon sens d'un chat. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne saura pas faire des tas de trucs que nous on ne sait pas faire. Alors, cette intelligence qui n'est pas intelligente, dont on ne comprend pas comment elle marche, elle est quand même aujourd'hui en train d'arriver dans nos vies. Une des questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle va être plus intelligente un jour que nous? Alors, ceux qui se posent la question ne sont pas ceux qui travaillent sur le sujet, qui n'y croient pas un seul instant, d'accord? C'est le danger du mot intelligence. Alors, regardez dans le dictionnaire les définitions du mot intelligence. La seule chose que vous pourrez voir, c'est que les gens qui les ont écrites ne sont pas très fiers d'eux. On ne sait pas ce que c'est l'intelligence. Donc, elles vont être bien meilleures que nous dans beaucoup de choses. Ce qui est déjà vrai des moteurs. Ce qui est déjà vrai d'énormément de machines construites dans l'économie. On n'a pas assez de recul encore pour savoir exactement qu'est-ce qui va être bien, qu'est-ce qui va être pas bien. Il y a beaucoup de marketing là-dessus, mais il est sûr que ça va progresser vite. Ça, c'est sûr, on le voit déjà. Il y a beaucoup de choses qu'on pensait impossibles qui sont déjà faites, mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on souhaite faire sera fait. Élie Cohen, je le disais, vous êtes un spécialiste économiste de l'industrie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les robots sont déjà dans l'industrie. Toutes les entreprises que je rencontre me disent il va falloir qu'on ait une stratégie pour l'IA. Et c'est le sens aussi du rapport Villani que de dire il faut que la France accélère, essaye d'être un leader mondial. Alors on est loin aujourd'hui d'être un leader mondial, ce sont plutôt les Américains et les Chinois. Qu'est-ce que vous vous dites en tant qu'économiste sur les chances de la France dans cette nouvelle économie ?
Bon, d'abord, lorsque je m'intéresse à ce secteur, je vois davantage les continuités. C'est-à-dire, moi j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets en parlant d'informatique, puis en parlant de composants électroniques, puis de nouvelles technologies de l'information et de la communication, puis de numérique. Et en économie, il y a une phrase qui est souvent citée par un grand économiste qui s'appelle Bob Solow, qui dit « Je vois de l'informatique partout, sauf dans les statistiques de productivité ». Ce que je veux dire par là, c'est que pour l'économiste, le premier constat est un constat de déception. Au niveau macroéconomique, on ne voit pas d'impact majeur. Alors, il faut aller au-delà de cette première impression et il faut aller étudier davantage. Alors, quand on étudie davantage, il y a mon ami Gilles Berset qui a travaillé sur les effets des grandes vagues technologiques depuis la première révolution industrielle jusqu'à aujourd'hui, et il arrive à 2 résultats robustes. Ces révolutions technologiques ont un effet majeur sur la croissance des richesses, sur la croissance du PIB. Mais elles n'ont pas de résultats négatifs sur l'emploi. Or, chaque fois qu'on parle d'une révolution technologique, on parle de destruction d'emplois. Et lorsqu'on s'intéresse sur les séries longues, par exemple quand on essaye de mesurer ces phénomènes sur plus d'un siècle, je vais vous donner juste 2 chiffres qui, à mon avis, cadrent le débat. Depuis 1870, la durée moyenne du travail a été divisée par 2 et la richesse individuelle a été multipliée par 5. C'est-à-dire que les gains de productivité liés aux différentes vagues technologiques ont été d'un facteur 10. Donc, en tant qu'économiste, même s'il y a un débat aujourd'hui sur le ralentissement des gains de productivité, etc., je constate que sur le temps long, c'est les révolutions technologiques, c'est le moteur technologique qui a été le principal facteur de croissance et en plus, il a permis une formidable croissance non seulement des richesses, des revenus, mais également de l'emploi. Alors, comme je sais que sur l'intelligence artificielle, ce qui obsède, c'est le terme d'emploi, puisqu'il y a différentes études qui ont été faites par McKinsey, par Oxford, et que toutes les études disent qu'en gros, entre 5 et 30% de l'emploi vont être durement affectés par l'intelligence artificielle. Là aussi, j'ai essayé de voir ce qu'on pouvait dire raisonnablement à partir des données dont on dispose. Et là aussi, il y a 2 ou 3 résultats robustes. Aujourd'hui, les pays les plus robotisés sont ceux qui connaissent la meilleure dynamique de croissance et d'emploi. Le pays le plus robotisé dans le monde, comme vous le savez, c'est la Corée du Sud. Et on constate même une hiérarchie. Plus un pays est robotisé, et meilleures sont ses performances de croissance, d'activité et d'emploi. Donc c'est un résultat qui va totalement contre la représentation commune, mais qui fait plaisir à noter. Si on va encore un peu plus loin, si on regarde dans les pays autour de nous, qu'on compare l'Allemagne, l'Italie, la France, le pays le moins robotisé, c'est la France, et c'est celui qui a le taux de chômage structurel le plus élevé, par rapport notamment à l'Allemagne, etc. Donc là aussi, la robotisation et les technologies qui sont associées ne sont pas du tout incompatibles avec l'emploi. Puis enfin, 3e niveau de réflexion et de réponse, et on y reviendra dans le débat, lorsqu'on s'intéresse à certains secteurs. Par exemple, vous avez cité le médical tout à l'heure. S'il y a un domaine où, à mon sens, mais on pourra développer, l'apport de l'intelligence artificielle est absolument considérable pour l'amélioration du diagnostic, dans des tas de domaines, pour la lecture automatique de radiographie, pour la détection de mélanomes, etc. S'il y a un domaine donc où l'apport de l'intelligence artificielle, à mon avis, est considérable et le sera de plus en plus à l'avenir, c'est en même temps un secteur où on ne peut pas imaginer qu'il va y avoir un effondrement de l'emploi. Au contraire, on aura une espèce d'intelligence hybride entre, si vous voulez, le médecin et les aides qu'il va avoir grâce à l'intelligence artificielle qui amélioreront le diagnostic, qui amélioreront les soins, etc. Donc, par quelque bout que je prenne le problème, je ne vois pas les raisons de ces craintes collectives sur la disparition du travail, sur le fait que l'humain deviendrait superfétatoire par rapport au développement de ces êtres dits dotés d'intelligence artificielle. Et donc, je reste optimiste sur cette dynamique, mais il faudra qu'on rentre dans les détails parce que ce que je dis pour un économiste rigoureux peut paraître excessivement optimiste, puisque la situation actuelle, c'est plutôt une situation, et c'est le grand paradoxe que nous pose le numérique, l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies, c'est plutôt une période de ralentissement des gains de productivité et non pas d'accélération des gains de productivité. Mais je maintiens un peu le suspense pour la suite. Merci beaucoup.
Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière, donc vous dirigez l'innovation, les technologies chez Orange. Orange, on pense évidemment télécom, numérique, smartphone, applications. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle pour vous ? Et je parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle au quotidien, c'est-à-dire celle qu'on utilise déjà. Qu'est-ce que ça représente et quels sont déjà les éléments sur lesquels vous travaillez ? En fait, l'intelligence artificielle, c'est très concret finalement dans nos vies, dans nos quotidiens. Je pense que chez Orange, il y a deux parties qu'on peut regarder. La première, c'est la machine, c'est-à-dire la salle des machines, comme on dit. Donc on a des moteurs d'intelligence artificielle pour optimiser en temps réel nos réseaux. On a des moteurs d'intelligence artificielle pour être capable de détecter le fait qu'il va y avoir un pic de croissance, donc il faut essayer d'optimiser les choses. Donc là, on est vraiment dans la soute et on va délivrer une qualité qui est meilleure parce qu'on est capable de comprendre plus de choses en temps réel. Et donc au lieu d'envoyer quelqu'un sur place, etc., on va faire les choses de façon automatique. Après, les révolutions pour les clients, je pense qu'il y en a sans doute deux. La première, c'est la capacité d'interaction, et en particulier l'interaction vocale. Puisque finalement on va interroger sa banque, on va interroger sa télé parce qu'on veut regarder un film avec Harrison Ford ou parce qu'on veut savoir combien. Et tout ça, ça va être extrêmement naturel. Ça pose après plein de questions sur la personnalisation, etc. etc. Et donc c'est de l'intelligence conversationnelle avec une machine. Exactement. Et donc la capacité soit de reconnaître du langage, soit de le faire par texte, parce que c'est le client qui choisit. Vous avez envie sans doute d'éteindre vos volets en parlant, mais de consulter votre compte en banque plutôt par écrit peut-être. Enfin, ça dépend de l'état de la chose. Et puis la deuxième chose, c'est je pense que ça permet de mettre en place une vraie personnalisation. Quand vous avez des millions de clients, chacun clame que la relation est hyper personnalisée. C'est pas vrai qu'on peut personnaliser 10 millions ou 20 millions de relations par jour. Or là, on peut commencer à faire des choses et commencer, c'est vraiment le début, à avoir finalement cette capacité à avoir suffisamment de choses pour faire une proposition qui est véritablement personnalisée ou répondre à une problématique, etc. Donc là, on va pouvoir enfin, parce que les capacités sont importantes, être capable d'avoir une réponse plus pertinente. Quand on regarde les grands acteurs du numérique, Google, c'est la formule « OK Google », fais-moi ci, fais-moi ça. Amazon qui lance Alexa, il y a évidemment aussi Facebook, ce sont les grands leaders, les grands champions. Vous qui êtes chez Orange et qui êtes en relation avec ces géants de la Silicon Valley, on va vers un assistant personnel intelligent. À quel horizon, dans combien de temps? C'est déjà un peu là, mais qu'est-ce que cet assistant va faire pour nous? Il va faire nos courses, il va nous faciliter la vie? Du coup, alors vous aurez OK Jingo bientôt, puisque c'est l'assistant. Jingo, c'est votre assistant. Voilà. Donc il existe déjà et donc vous pouvez faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, aux US, on estime, l'année dernière, qu'à peu près 20% des questions de search sont faites oralement. Et donc ça veut dire que c'est pas anecdotique, que ça rentre véritablement dans la vie de tous les jours. Donc cet assistant finalement ça va être la personnalisation d'un écosystème et qui va être capable de faire des choses. Donc la première vague numérique c'était les pages web, la deuxième vague numérique c'était les applications et maintenant que vous en avez 1000 dans votre téléphone vous en servez pas. Et la troisième vague ça va être les bots, ces fameux chatbots, ces robots. Et après, du coup, tout le business qui se fait autour, c'est quoi un moteur de search de bot qui n'existe pas aujourd'hui. Quand vous faites parfum sur Facebook dans le moteur de search, vous avez Madame Parfum, Monsieur Parfum, et puis les parfums d'une marque XYZ, et là vous tombez sur un bot. Donc ça commence on rentre dans une relation qui est comme celle d'une personne, et ces gros écosystèmes vont être peu nombreux. Philippe Vallée, vous n'avez pas encore parlé, ainsi que Cyrus. Vous êtes une grande entreprise technologique, je parlais des cartes à puce, mais c'est beaucoup d'autres choses que ça. C'est quoi pour vous cet avenir avec l'intelligence artificielle ? Puisque vous parlez de la carte à puce est depuis le début de la création de cette application un outil d'authentification. Quand vous insérez votre carte SIM Orange dans votre téléphone mobile, vous vous authentifiez auprès du réseau Orange et Orange sait qui vous êtes et peut vous facturer. Quand vous introduisez votre carte bancaire, quand vous passez avec un passeport électronique à la frontière, vous vous authentifiez.
Avec l'arrivée des smartphones, tous ces moyens numériques de communication, les entreprises, les fournisseurs de services ont besoin d'authentifier de façon différente leurs utilisateurs. D'autant plus que maintenant, on souscrit de plus en plus à un service de façon en ligne. On ne va plus à l'agence, on ne va plus sur le point de vente. Et l'intelligence artificielle pour nous, enfin en tout cas pour nos clients et ce qu'on développe chez Gemalto, c'est d'arriver à fournir des moyens intelligents qui permettent d'authentifier les clients sans alourdir la sécurité. On est toujours dans cette problématique de compromis entre l'interface utilisateur, la facilité d'usage et la sécurité. Parce qu'il est hors de question de laisser accéder votre compte bancaire à n'importe qui. Et donc l'intelligence artificielle consiste à analyser, alors je pourrais appeler ça vos traces, donc ce que vous êtes, donc votre visage, votre empreinte de doigt, ce que vous savez, on vous demande de répondre à une question, ou ce que vous connaissez comme par exemple un code secret. Et l'idée, si vous voulez, de l'intelligence artificielle pour nous et pour nos clients, c'est d'être adaptatif, de manière à authentifier de façon silencieuse et de faciliter l'authentification alors qu'elle pourrait être très très lourde aujourd'hui. Vous avez prononcé un mot-clé, c'est la sécurité. On parle aujourd'hui beaucoup de l'affaire Facebook, mais il y en a beaucoup d'autres, des dangers que peut conduire effectivement une société où on donne nos données à un certain nombre d'acteurs en échange d'un service formidable, effectivement, gratuit. Un réseau social qui vous permet d'être en relation les uns avec les autres, un moteur de recherche qui, à ce jour, a démontré qu'il était l'un des meilleurs, puisqu'on est 97% en France à l'utiliser, et il n'y en a pas d'autres. Enfin, il y en a un Français qui s'appelle Quant, mais qui a du mal aujourd'hui à le remplacer. Donc, la sécurité, c'est la clé, finalement, de l'acceptation par la société de ces nouveaux usages de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai une très bonne nouvelle. L'Europe est en train de se doter d'un outil qui s'appelle la RGPD. Alors, ce n'est pas une insulte, ça s'appelle la Réglementation générale sur la protection des données. Alors, c'est une norme européenne qui rentre en vigueur le 25 mai 2018, donc c'est demain matin. Beaucoup d'entreprises qui ne sont même pas au courant d'ailleurs. Oui, c'est bien le problème. Et en fait, vous êtes certainement aperçu en utilisant vos applications habituelles que vos fournisseurs de services sur le smartphone en particulier vous demandent de vérifier ou de bien confirmer que vous voulez souscrire à ce service. Ça, c'est la RGPD. Et alors, mes données sont à moi, je dois consentir à leur usage. Exactement. Enfin, bon, il y a différents aspects, mais on pourra en reparler. Et par rapport à l'intelligence artificielle, ça pose une vraie question fondamentale, parce qu'on n'a pas de RGPD en Chine. Et tout à l'heure, M. Berry parlait en fait de l'intelligence artificielle en disant que c'est une méthode d'apprentissage, et pour pouvoir apprendre, il faut brasser un maximum de données. Plus vous avez une connaissance importante sur un nombre important de données, plus votre moteur d'intelligence artificielle est fort. Or, en Europe, parce que c'est aussi très important, il faut protéger les citoyens contre l'accès intempestif à leurs données. Et donc, ça veut dire cloisonner, saucissonner et donc donner des droits d'accès. Ce qui veut dire en fait que les entreprises européennes ont un champ d'action qui est a priori beaucoup moins important que ce qu'on peut trouver en Chine ou aux États-Unis. Donc, ce débat sur la protection des données versus la capacité des acteurs européens à être forts en intelligence artificielle est un débat intéressant. Cyrus North, donc votre regard sur ce qu'on vient de se dire, à la fois philosophique, mais sur la question aussi, finalement, de la relation, j'allais dire, très paradoxale que l'individu a vis-à-vis de la technologie aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes qui sont en train de se dire. Là, le dernier débat qui est soulevé sur le fait que les droits de l'homme, finalement, limitent notre progrès en intelligence artificielle, c'est hyper intéressant, j'espère qu'on pourra y revenir. Les algorithmes, les IA, elles se sont initiées un petit peu dans nos vies de manière très naturelle et on le souhaite à peu près tous. C'est un confort de vie dont on ne se passe plus. Enfin, moi, par exemple, j'allume plus mes lumières. C'est-à-dire que je rentre chez moi, mes lumières sont déjà allumées. Je dis « OK Google, allume les lumières le matin, etc. » machin. Enfin, j'ai automatisé ce genre de choses. Et c'est très appréciable.
Maintenant, il y a une deuxième vague où on est en train de se rendre compte qu'on est en train de filer un tas de données, que ces données, c'est de la valeur. Cette valeur, elle est produite par nous, qu'on a intérêt à les protéger, peut-être même les vendre. Peut-être qu'on peut vendre nos données. Donc, c'est quoi la question déjà ? C'était une question du bac philo. Jusqu'à quel point je dois accepter de renoncer à une part de ma liberté pour avoir un service qui m'apportera quelque chose de plus, et pas forcément qu'à moi d'ailleurs, mais à l'ensemble de la société. On a parlé de la santé. Si on ouvre les données de santé, si on accepte d'avoir finalement un système d'intelligence artificielle dans la santé utilisant les données personnelles, ça va permettre de soigner plus de gens, ça va apporter un progrès. Donc c'est une sorte de dialectique entre la liberté, ma protection personnelle et le progrès. Bien sûr. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on n'est pas en Chine, entre guillemets, et donc chacun peut faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que si moi, demain, j'ai envie d'aller dans une clinique qui fait des essais sur Watson, d'IBM, donc cette intelligence artificielle dont on parlait avec les radios, ce genre de choses, je peux y aller. Si c'est un système qui ne me convient pas, je vais pas. Donc en fait, il faut choisir le modèle chinois, si je vous entends bien. Non, justement, le fait que nous, on puisse choisir exactement, que le choix appartienne, entre guillemets, aux consommateurs. Enfin, c'est un peu la force du système capitaliste, c'est que la décision revient aux consommateurs. Vous avez une remarque là-dessus ? Oui, la question est vraiment pas simple. Prenez dans le médical, il y a deux questions, c'est assez typique de deux questions fondamentales. La CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, a la plus grande base de données médicales du monde, puisqu'il y a toutes les prescriptions, il y a toutes les identifications, c'est une base gigantesque qui s'ouvre à la recherche maintenant. Des vivants et des morts, donc je crois que ça fait plus de 100 millions. Des vivants et des morts. Plus de 100 millions de personnes. Oui, c'est pas rien, ouais. Et donc on pourrait le dire, mais avec ça on va pouvoir apprendre des tas de choses. Mais il y a un petit problème. On dit oui, mais il faut anonymiser les données. Mais si vous les anonymisez, ça devient plus dur. Si vous dites, vous connaissez pas le nom, vous connaissez pas l'âge, vous savez pas où la personne habite, vous perdez juste des informations fondamentales. La deuxième chose, c'est la qualité des données. On n'insistera jamais assez là-dessus. Exemple, on a toutes les ordonnances rédigées en France. Il manque une chose, c'est est-ce que les gens prennent leurs médicaments. Et ça, on sait que c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'on déduit ? Donc, la qualité des données est un problème absolument central. Alors, il se trouve que sur par exemple, la parole, il y a des données d'extraordinaire qualité, mais de temps en temps, on fait croire que tout va être magique, et la réponse est non. Tout ne va pas être magique. Il y a des choses qui vont marcher, il y a des choses qui vont se vendre. Allumer la lumière à la voix. Je ne suis pas persuadé que ça va intéresser grand monde, c'est possible, c'est à voir. On est quand même dans le bleu. Hein. Et il ne faut pas oublier aussi que dans les algorithmes qui nous entourent, pour l'instant, l'immense majorité n'est pas de l'IA. Hein. Et donc on n'a pas encore assez de recul pour savoir exactement où on va. Mais il se passe des choses fascinantes. Il faut les prendre avec une certaine modestie quand même et pas arrêter de croire que ça va nous voler notre intelligence et tout. On est très très loin de ça. Il y a plein de choses à faire nouvelles et intéressantes. Et laissons les gens travailler bien et n'essayons pas de causer à leur place des fois. Eli Cohen, dans le rapport Villani, et Cédric est toujours en chemin, je ne sais pas s'il arrivera, il y a notamment sur une stratégie française pour l'IA, qui a été reprise par le président Macron, 4 domaines dans lesquels il a dit nous pouvons finalement jouer encore notre partie. On a perdu certainement dans les grandes plateformes face à la Silicon Valley. On a 4 domaines, c'est la santé, vous l'avez cité, c'est la mobilité ou les mobilités, c'est la défense ou le militaire et l'environnement. Est-ce que vous, qui connaissez bien l'industrie française, vous pensez qu'on a effectivement les moyens, dans ces domaines-là, de jouer une partie gagnante ? Alors, je crois qu'il a bien fait, effectivement, de citer 4 secteurs, 4 domaines, parce que ça permet de fixer les projecteurs sur certains domaines. Mais je crois que le plus important n'est pas là. La grande nouveauté de ce qu'il dit, c'est qu'il faut changer radicalement de perspective en matière de politique industrielle. La politique industrielle jusqu'à présent, c'était, pour faire court, le système soviétique qui marche bien. C'est-à-dire vous vous fixez un objectif, vous vous donnez des moyens. Ces moyens, c'est des champions nationaux, c'est de la recherche publique dédiée, c'est de la commande publique, c'est un grand programme d'équipement, comme on a fait dans les télécoms, le nucléaire. Et puis comme on a des grands corps, vous mettez tout ça en bataille et vous y allez.
Et 10 ans, 20 ans, 30 ans après, vous constatez les succès. C'est Ariane, c'est le TGV, c'est le central temporel, c'est les centrales nucléaires, etc. Il dit maintenant, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus planifier comme ça et on ne peut plus avoir ce système ordonné. Ce qu'il faut promouvoir, dit-il maintenant, quand je dis « il », ce n'est pas Villani, c'est plus Macron lui-même, c'est qu'il faut promouvoir des écosystèmes d'innovation. Qu'est-ce que c'est que des écosystèmes d'innovation? C'est partir de l'idée que ce qui est le plus important, c'est la mise en relation entre un pôle de création des connaissances, un pôle de diffusion des connaissances et un pôle de mise en œuvre de ces connaissances. Vous avez reconnu la recherche et l'université et les entreprises innovantes, les start-up, et pour cela, il faut créer les incitations à la collaboration, il faut mettre les moyens à disposition. Et là, vous voyez que le rôle de l'État n'est plus du tout ce rôle planificateur, c'est un rôle d'incitateur, c'est un rôle de diffuseur d'informations, c'est un rôle de labellisateur. Et donc, il se trouve que ça se prête particulièrement bien dans le cas de l'intelligence artificielle, parce que dans ce domaine-là, il se trouve que nous avons plutôt une très bonne qualité de recherche et d'enseignement supérieur, mais qui ne débouche pas beaucoup en matière industrielle et en matière de grands systèmes. Et donc, plutôt que de se doter d'un grand projet dans ce domaine-là, dont on risque de ne pas atteindre les résultats simplement parce qu'on n'a pas la dimension critique, il faudrait, comme le dit Villani dans son rapport, au moins envisager ça au niveau européen. C'est l'Europe qui est la bonne maille pour déployer une stratégie volontariste dans ce domaine-là. Donc, à défaut de faire ça, favoriser l'émergence et le bon fonctionnement de ces écosystèmes basés sur l'intelligence artificielle. Et là, dans le cas de la santé, par exemple, c'est vrai que nous avons ces atouts que sont ces bases de données, un système de santé intégré, centralisé, des pratiques de recherche clinique de qualité, et tout ceci, des IHU, et donc des instituts hospitalo-universitaires dont on n'exploite pas suffisamment la richesse collective. Et donc la mise en relation, l'intégration, la qualification des données, comme tu le disais, la possibilité de diffuser ça par les techniques de diffusion, etc., ça peut être un élément qui peut faire décoller et qui peut voir l'apparition de start-up, mais pas simplement l'apparition de start-up, d'entreprises qui croissent, puisque vous savez que notre grand problème, à nous Français, c'est que nous savons créer des entreprises, nous en créons plus que nos voisins, nous n'arrivons pas à les faire grandir, et tout l'enjeu, c'est que dans le cadre d'un écosystème qui favorise la croissance, on pourra réussir ce type de transformation. Donc oui, pour la santé, les mobilités, oui, bien sûr, la révolution des mobilités dans le transport individuel, automobile. Sauf que les premiers essais de voitures autonomes, c'est le premier robot qui vient de tuer un cycliste. Hein, oui, bon, les premiers essais, il n'y a pas de domaine, il n'y a pas une seule révolution industrielle qui n'ait pas au début eu ce type de difficulté. Donc l'automobile, assurément, les systèmes de défense, j'ai trouvé courageux qu'on mette ça au même titre, mais la défense est très important parce que c'est un domaine où on développe un maximum de technologies duales et c'est un domaine dans lequel il y a les premières applications de toute une série de technologies génériques. Donc la défense est un bon domaine pour la diffusion vers le civil, paradoxalement. Et comme ce sont des organismes centralisés qui bénéficient de moyens importants, c'est un moyen de se servir de ce relais. Et puis l'environnement, bien entendu, pour tout ce qui est optimisation des systèmes, pour les économies d'énergie, les économies de ressources, etc. Alors je vous rassure, on a fait l'interview de Florence Parly, la ministre des Armées. On a demandé la question, est-ce que l'intelligence artificielle commence à arriver? Elle a dit oui, mais rassurez-vous, nous ne fabriquons pas en France de robots tueurs. C'est une question qui commence à... Évidemment, si certains pays le faisaient, ça serait une question. Et j'en viens à ma question, peut-être, Marie-Noëlle Gégaud-Lavessière, sur l'éthique. Dans le rapport Villani, il s'appelle « Donner un sens à l'intelligence artificielle ». On parle beaucoup de la question de l'éthique. Chez Orange, est-ce que vous intégrez cette dimension? Villani et même Macron ont repris l'idée qu'il fallait mettre l'éthique dès la conception de ces produits. Comment est-ce que vous faites pour les prendre en compte quand vous réfléchissez à peut-être quelques projets qui sont cachés chez Orange et qui vont arriver, qui vont changer nos vies? Est-ce qu'ils respecteront des règles éthiques? Je pense que c'est très important sur la façon dont on travaille et puis aussi pour nous tous. Nous, on appelle ça human insight, c'est-à-dire l'innovation, c'est que si c'est des hommes qui le font pour des hommes.
Et après, on va utiliser des éléments, des machines ou des moteurs, mais qui ne sont pas le service en lui-même. Donc oui, l'idée est de dire, il faut que ce que j'apporte fasse sens, qu'il apporte un service, un confort, une connectivité. Il faut que nos clients soient au courant. Et quand je dis nos clients, c'est le plus grand nombre, c'est-à-dire pas uniquement un Happy Few qui soit capable de comprendre ce qui va vraiment se passer, et donc l'effort de pédagogie doit être très important. Et donc il faut à la fois que nos propres systèmes n'utilisent les données de nos clients que quand ils sont d'accord, parce que ça leur apporte une valeur ajoutée explicite et qu'ils savent laquelle. Et puis, il faut que tous ensemble, nous et tout le monde, on se rend compte que cette donnée qui est le moteur des algorithmes et de l'intelligence artificielle, en fait, ces données nous appartiennent, elles ont une valeur. Il faut qu'on prenne le pouvoir sur nos données, nous en tant que citoyens, en tant que clients, en tant qu'individus, et puis qu'on s'arrive à jouer avec. Et quand vous dites « j'accepte », quand vous allez sur un site, vous acceptez 4 pages en caractère 4 que vous n'avez pas lues. Voilà. Et qui sont rédigées pour protéger l'entreprise plutôt que vous. Hein. Donc ce qui est important, c'est d'essayer de permettre au client, en lui donnant un texte simple qu'il comprend, de dire qu'il sait pourquoi il accepte et ceux qui l'acceptent. Et donc c'est un vrai effort de pédagogie qu'il faut faire lire ça par des clients, vérifier qu'ils comprennent, et ça on va tous progresser ensemble. Voilà. Donc parce que on peut pas dire qu'on fera rien. Enfin, je prends votre exemple, certes vous souhaitez pas forcément aller dans une clinique, on va prendre votre donnée. Par contre, si avec tous ces données et tous ces progrès, on est capable de vous guérir, vous êtes un peu intéressé quand même. Et donc la question, c'est comment on arrive à faire ça en respectant votre identité, votre privacy, comme on dit, mais en faisant bénéficier au plus grand nombre de ces progrès. Cyrus, on vous interpelle, votre réaction? Non, mais je me rends compte que tout ce que j'ai dit a été pris à l'envers. Parce que moi, justement, je serais plutôt tendance à aller dans une clinique, enfin, si j'ai les moyens, évidemment. Après, c'est une question de budget aussi, parce que tout ça, ça a un coût. L'intelligence artificielle, enfin, certaines problématiques ne sont pas accessibles à tout le monde, mais je vois que vous faites un nom de la tête, non? Allez-y, Philippe. Non, c'est moi qui faisais non. Non, mais je voulais simplement ajouter en complément sur l'éthique. C'est qu'effectivement, toutes nos données partent de plus en plus dans le cloud, donc dans le nuage en français, le nuage d'Amazon, le nuage de Microsoft et de Google. Alors, une des façons extrêmement simples d'améliorer les choses, c'est de chiffrer les données. Alors, parce qu'une raison très simple, c'est que si ces données sont volées, sont exfiltrées par une tierce partie, elles sont chiffrées, donc vous ne pourrez rien en faire. Mais aujourd'hui, la clé de chiffrement, elle est gérée par Google, Amazon, Microsoft et ainsi de suite. La solution consiste à vous donner la clé de chiffrement. Autrement dit, vous installez vos données chez Microsoft. En revanche, c'est vous qui détenez la clé. Et si à un moment donné, vous voulez passer, c'est vrai pour les entreprises qui ont de plus en plus d'applications dans ce nuage, si un jour vous voulez passer de Microsoft à Google pour des raisons de service, de qualité, vous retirez la clé. Vos données sont inaccessibles. C'est vous qui êtes le propriétaire et qui est décidé in fine. Et ça, c'est une façon de résoudre une partie de ces questions d'éthique. Cyrus, là-dessus, vous êtes d'accord? Vous êtes prêt à avoir la clé de votre coffre-fort numérique? Oui. Après, j'avoue que j'aurais peut-être plus tendance à faire confiance à des géants comme Google ou Amazon sur le cryptage de mes données et sur le fait qu'ils aient la clé, plutôt qu'à un acteur peut-être un peu moins puissant. Il y a une recherche scientifique très intéressante, mais encore trop partielle, qui essaye justement de faire des calculs sur les données chiffrées sans avoir à les déchiffrer. Un très bon exemple, c'est le vote. Vous ne savez pas qu'on ne sait pas faire un vote électronique fiable, bien qu'on essaye de vous vendre l'idée que les votes électroniques sont fiables. On ne sait pas faire un vote électronique fiable qui obéisse à tous les critères, en particulier le fait qu'on ne doit pas pouvoir vendre son vote. Mais ce qu'on sait faire, c'est compter les votants sans rien décoder, sans rien savoir. On sait faire des additions sur des données cryptées qui donnent, si on a 2 valeurs A et B, qui sont cryptées, donc on ne peut pas les lire, eh bien on sait fabriquer la donnée cryptée de A plus B sans connaître ni A, ni B, ni A plus B.
Ça veut dire qu'on peut faire des calculs, et ça, malheureusement, on ne sait pas encore le faire pour tout, de loin. On peut faire des calculs sur des choses sans les décrypter, et ça, c'est une piste intéressante pour pas mal de choses. Le chiffrement, c'est la seule protection rentable. Autre opinion, qui est par exemple celle que professe Ron Rivest, le créateur de RSA, le grand code secret. Moi, je considère que tout ce qu'il y a dans ma machine est public. À l'heure actuelle, ce n'est pas totalement faux, il ne faut pas se tromper, c'est un peu comme ça pour l'instant. Donc c'est une recherche sérieuse et c'est lié à la sécurité. Il ne faut pas oublier aussi qu'un autre point qu'on néglige toujours, c'est que la plupart des données produites ne viennent pas des hommes, elles viennent des machines. Elles viennent des capteurs, elles viennent des villes, elles viennent des stations météo, etc. On parle que de nos données à nous, mais il y a beaucoup d'autres choses dans la vie. Et donc, il y a les données cartographiques, il y a les photos aériennes de chez vous, les photos de la rue de chez vous. On en parle moins, mais c'est quand même... Moi, quand j'ai commencé à voir ma maison en fin fond de la campagne, paumée, entièrement détaillée, ça m'a légèrement énervé. Et je n'y peux rien. Marie-Hélène, vous vouliez réagir? Juste si on revient plus à l'intelligence artificielle et l'éthique, je pense qu'une des questions qu'il faut qu'on se pose et qu'on demande et qu'on exige, c'est de savoir ce que ce moteur va faire, à quoi il sert et quelle est sa finalité. Vous l'avez dit, on ne comprend pas forcément comment il va faire, mais on peut quand même lui demander qu'est-ce qu'il va faire. Et donc il faut qu'il y ait une exigence de transparence, d'explicabilité. Donc mon but est de retrouver tel et tel symptôme médical. Mon but est d'être capable de vous apporter ça. Donc ça, je pense que c'est indispensable. Il faut qu'on sache ce que ce moteur a pour but. Parce qu'il va réaliser son but, il ne va pas aller batifoler ailleurs. Donc je pense qu'il faut l'exiger et ce n'est pas une machine, je mets mes données puis on va bien voir ce qui sort. Et il faut aussi qu'on soit capable, du coup, avec les scientifiques, de construire cette capacité à vérifier qu'il suit son but. Parce qu'il faut le déclarer et puis il faut être capable de vérifier que sa déclaration est la bonne. Et ce qui est fascinant dans l'IA, c'est que comme il est auto-apprenant, en fait, il change, il évolue. Et donc, quand il est sorti d'usine ou quand il a appris beaucoup de choses, il faut qu'on soit toujours capable de vérifier qu'il fait bien son but, qu'il est là et qu'il fait ce qu'il dit qu'il fait. Et ça, on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, il faut que ce soit explicable et transparent, pas le comment, mais le pourquoi. Oui, je voulais réagir à ce que disait M. Vallée tout à l'heure dans l'affaire Facebook. Vous dites que l'important, finalement, c'est de laisser la clé aux propriétaires de l'information, mais ça remet en cause fondamentalement le modèle économique des plateformes. Le modèle économique des plateformes, c'est de vendre vos informations à un utilisateur en espérant qu'il soit bienveillant et pour découvrir avec accablement après coup qu'il n'a pas été bienveillant, comme dans l'affaire de Facebook. Mais ça, c'est des histoires qu'on raconte à des enfants. C'est au cœur du modèle économique que de vous vendre en vendant vos données. Donc, comment la clé que vous imaginez remettrait en cause ce fonctionnement du modèle économique de Facebook ? En fait, c'est-à-dire que ça dépend aussi. Moi, je parlais en particulier des entreprises. C'est-à-dire que quand vous confiez vos applications et vos données à Microsoft, parce que ça revient moins cher de faire tourner ça dans le nuage, c'est important aussi de ne pas créer une trop forte dépendance. Alors maintenant, le modèle économique, en ce qui concerne l'individu par rapport à cette clé, c'est le débat. C'est le débat. Si la RGPD, enfin cette fameuse, encore une fois, réglementation générale sur la protection des données, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on va vous demander de faire l'inventaire des données que vous détenez dans l'entreprise, de faire en sorte qu'elles ne sont pas là de façon définitive, qu'on ne garde que l'essentiel pour tel ou tel individu. C'est le contraire du modèle économique de Facebook. Ce qui est assez exceptionnel, c'est que Facebook, qui se dit le champion mondial de l'intelligence artificielle, Zuckerberg vient de dire, il ne sait pas comment faire. Effectivement, la solution que vous proposez, c'est la fin de Facebook. Et donc, s'il le faisait, il a dit, il faudra des années pour réparer Facebook. C'est une façon de dire, je ne veux pas le faire. Enfin, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Je reviens à ce qui vient d'être dit sur on doit connaître le but d'un outil. Oui, alors on doit aussi des fois connaître les moyens. Et ça pose des difficultés. C'est-à-dire, un cas typique, c'est en médical. Un des problèmes de l'apprentissage profond, c'est qu'à l'heure actuelle, et on n'a pas la moindre idée de comment faire pour l'instant, il ne sait pas expliquer ses résultats. Donc par exemple, quand vous allez passer une radio et vous obtenez des très bons résultats, parce qu'il faut savoir que les radiologues ne sont pas très bons en moyenne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de variabilité entre les radiologues, on obtient des très bons résultats, mais le radiologue n'est pas d'accord.
Et il dit, moi, je ne vois pas trop ça. Il va y avoir une communication à trois qui ne va pas être simple entre le radiologue, le patient et le système. Parce que le patient, normalement, le radiologue lui dit, c'est moi qui ai la main, mais le patient risque de rapidement douter de ça. D'accord? Donc là, il y a des questions complètement ouvertes qu'on ne va pas trancher d'avance, qu'on va discuter dans mon colloque au Collège de France, d'ailleurs avec des juristes. Ce sont des questions très très importantes. Parce que vous allez être devant un outil qui vous dit, un pifomètre médical qui va vous dire vous avez ça, un pifomètre informatique qui va vous dire vous avez ça, puis vous, votre propre pifomètre qui va vous dire qui je crois. C'est pas une notion simple. Hein. Merci. Alors on va passer aux questions du panel. Alors je ne sais pas qui doit commencer, si vous aviez... Je vous passe mon micro, allez-y. Merci. On l'a un peu évoqué tout à l'heure. Donc on ne sait pas comment fonctionnent exactement les algorithmes, comment ils arrivent à leurs résultats. En revanche, on s'est rendu compte que dans les bases de données qu'on pouvait leur donner pour se nourrir, pour apprendre, il existe des biais qui sont dans la société et que jusque-là, on n'avait pas envisagé directement. Des biais sexistes, racistes, socio-professionnels, etc. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que nos robots empirent ces biais? Est-ce qu'il faut réguler ou autre chose? Il y avait une expérience, je crois, d'IBM qui a essayé de se brancher sur les réseaux sociaux et elle était devenue raciste. Microsoft. Merci. Alors, qui veut répondre? Oui, vous avez tout à fait raison. Finalement, il est hyper intelligent, mais il reproduit le passé. Parce qu'il est éduqué par ce qu'il a vu. Et si vous demandez à un robot, un moteur d'intelligence artificielle de faire le meilleur COMEX d'une entreprise du CAC 40, il y aura beaucoup d'hommes. Voilà. Parce qu'en fait, il va regarder celles qui ont le mieux réussi, etc. Et comme il y a toujours beaucoup d'hommes, il y aura toujours beaucoup d'hommes. Donc il faut l'éduquer. En tout cas, sur ce sujet-là, ça me paraît primordial. Et sur d'autres aussi. Donc là, il y a le côté des biais et l'apprentissage est une question absolument clé dans ces sujets. Une phrase prononcée par le président Macron, si l'intelligence artificielle est faite un peu à mon image, disait-il, mais je me sens concerné avec 10 ans de plus, par des hommes, des mâles blancs quadragénaires, on va à la catastrophe. Il faut de la diversité dans la recherche. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il faut donc former plus de femmes scientifiques? Il faut leur donner plus les manettes du pouvoir? Alors, de façon générale, les technologies d'aujourd'hui et pas que l'IA, ça façonne le monde de demain. Et donc, comme le monde de demain, ça sera à peu près moitié homme-femme, si on veut qu'elle convienne à tout le monde... Déjà le monde d'aujourd'hui. Voilà. Eh bien, il faut qu'elle soit fabriquée moitié-moitié par des hommes et des femmes. Donc, c'est indispensable, c'est vital pour que chacun puisse s'y développer. Alors, la question, c'est pourquoi c'est si compliqué d'avoir effectivement beaucoup de femmes dans ces métiers-là. On avait bien progressé dans les pays occidentaux, en tout cas en France, on est plutôt en train de régresser dans les dernières années. Et donc, c'est un débat compliqué. Vous-même, vous avez plus de mal à trouver des femmes pour rejoindre, je parle dans les métiers scientifiques? Quand on sortit d'école d'ingénieur, on est maintenant un peu sous la barre des 20%. Donc nous, voilà, quand on essaie de recruter, on essaie de recruter plus. Mais enfin, si toutes les entreprises se font... Voilà. Donc quand vous êtes une femme, vous êtes bien sollicité. Je pense qu'il y a vraiment des clichés qui font que les femmes n'ont pas nécessairement, les jeunes filles, parce que ça commence plutôt troisième, seconde, on peut faire un effort dans nos entreprises, mais l'effort, il est aussi d'avant. J'ai discuté avec une chercheuse qui est au MIT, qui est une neuroplasticienne du cerveau, et qui essaie de regarder quelles sont les zones du cerveau qui sont touchées quand on code. Et l'apprentissage du code s'approche plus de l'apprentissage d'une langue que de l'apprentissage des mathématiques. Et donc, on a tendance à dire les garçons sont en bas en maths et les filles, elles sont bonnes en langue. Et bien, si elles sont bonnes en langue, elles sont bonnes en code, donc on devrait en avoir plus. Et il n'y a aucune raison qu'on en ait moins, parce que l'acte physique le plus important, c'est au mieux d'appuyer sur son ordinateur pour pouvoir l'allumer. Donc, ça s'arrête là. Donc, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas et il faut qu'on s'y mette tous. Tout à fait.
une réponse peut-être sur ces biais, notamment les biais qu'il y a dans les données? Oui, de réflexion, je pense qu'il y a déjà des gens qui s'intéressent à détecter les biais par des techniques d'apprentissage, ce qui peut tout à fait se faire, mais il faut être malin, hein, c'est pas facile. Et par exemple, il y a des biais encore très sournois. Par exemple, IBM utilise des analyses automatiques de la littérature médicale pour essayer de déduire des traitements. Il y a un petit biais dangereux, c'est que les médecins sont tout à fait d'accord que le nombre de papiers médicaux faux ou bidonnés est très élevé. D'accord? Mais c'est pas marqué dessus, les papiers. Il n'y a pas marqué papier bidonné en tête. Hein. Donc c'est très difficile à détecter, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein, oui. Cyrus, peut-être sur ces biais, on parle beaucoup, Elie et Cyrus, sur la justice prédictive, la police prédictive. Alors on n'en est pas à Minority Report, mais cette question des biais, elle est centrale si on arrive sur des questions comme celle-là. Mais ça, c'est une très vieille histoire. Ce qui est très marrant, c'est de voir comment on redécouvre des problèmes qu'on connaît depuis longtemps à chaque vague technologique. La question de la médecine prédictive et de son effet sur la sélection des patients par les assurances et sur son effet sur l'organisation des systèmes de santé, c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué par le passé et qu'on voit revenir à cette occasion-là. Donc, on sait répondre à ces questions. C'est la technique assurantielle. La technique assurantielle, c'est de faire qu'il y ait un pool de risques tel qu'on ne puisse pas singulariser un individu et que donc cet individu n'ait pas à payer des primes excessives. Ça s'appelle la mutualisation des risques, ça s'appelle l'assurance obligatoire, ça s'appelle les systèmes publics de santé. C'est vieux comme le monde tout ça. Mais c'est très marrant de voir comme chaque fois on redécouvre des problèmes comme la disparition du travail ou des choses comme ça. Je crois que c'est vraiment un problème qu'on peut régler. De même, l'un des effets essentiels de l'introduction massive de l'intelligence artificielle dans les systèmes productifs, c'est de produire des effets de polarisation. C'est-à-dire, en gros, vous détruisez les emplois les moins qualifiés, vous vous attaquez aux emplois à milieu de gamme, et donc du coup, vous avez à la fois une concentration des hautes qualifications, des hauts revenus, et vous avez en bas une masse de gens peu qualifiés et peu rémunérés. Et donc vous dites, c'est épouvantable, ça va accroître les inégalités. Non, parce qu'on sait bien que les mécanismes économiques, l'introduction des nouvelles technologies, la mondialisation, ne produisent pas spontanément un ordre égalitaire avec une distribution satisfaisante des revenus et des compétences. Et vous avez dit tout à l'heure au début du débat qu'on allait parler de politique et de société, c'est le rôle de la politique et de la société que de faire en sorte que la redistribution s'opère, que la formation soit assurée, qu'il y ait de la mobilité sociale ascendante, qu'il n'y ait pas de discrimination sur une base individuelle, etc. Je crois que ces sujets auxquels on est en train de tourner à propos de l'intelligence artificielle, c'est simplement comment une nouvelle économie, une nouvelle politique s'adapte, se fonde, se crée sur la base de nouvelles percées technologiques et d'un nouveau mode d'intégration économique. Cyrus, on va vous donner... Je vais rebondir sur la question parce que ça soulève une question qui est super intéressante, c'est qu'en fait, on parle d'insuffler une culture en intelligence artificielle. Ce qui est intéressant avec la science, c'est que plus on la travaille, plus on avance et plus on tend vers la vérité. En gros, on va vers la vérité. La morale, c'est différent. La morale, on ne tend pas vers la vérité. Par exemple, notre relation à l'homophobie, elle a été très différente, non seulement il y a 50 ans, mais au temps des Grecs, c'était beaucoup plus accepté. Il y a 50 ans, ça ne l'était pas du tout. Voilà, ça varie. Donc ça veut dire qu'il faut coder, il faut insuffler ça à une IA à un instant T, et il faut qu'elle puisse s'adapter, parce que la morale, elle change très vite. Donc il y a ce point-là que je trouvais intéressant. Il y a un autre point sur les meurtres, tout ce qui était police préméditée, Minority Report, etc. C'est qu'en fait, si on peut anticiper que je vais faire un meurtre, c'est que je suis déterminé à le faire, et donc ça ne relève pas du libre arbitre, donc je n'ai pas le choix de le faire, donc est-ce que j'en suis responsable? Bonne question. Alors, on va prendre une autre question du panel. Allez-y. Justement, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur le libre arbitre et également avant, quand vous parliez de la notion de choix. Donc vous disiez, face à une situation, on peut faire un choix. Je peux décider de le faire ou pas. C'est un abus de langage un peu. Pardon ?
C'était un peu un abus de langage. Justement, je vais rebondir sur ça après, ça va nourrir le débat en tout cas. La semaine dernière, je passe dans une boutique, je n'y rentre pas, et je retrouve la boutique sur mes publicités Facebook. J'achète un autre exemple, j'achète un livre sur Amazon, je me retrouve avec 10 recommandations qui sont liées à ce livre-là. Donc ma question c'est, à propos du libre arbitre justement, comment on préserve notre libre arbitre face à cette ère des algorithmes qui dictent nos moyens de consommation, nos achats, nos lectures, et surtout, quels enjeux d'éducation autour de ces algorithmes? Alors, c'est hyper intéressant. J'ai travaillé pendant 1 an chez Ubisoft, et mon but, c'était de faire ça. C'était de faire la pub qui va te faire donner le plus envie d'acheter, suivant ton parcours utilisateur. Tu vois, genre, tu vas regarder un trailer d'Assassin's Creed, bah, je vais m'arranger pour que tu aies une pub Assassin's Creed. Et honnêtement, je préfère avoir une pub qui me concerne, tu vois, dans laquelle je me sens concerné, etc. Après, ça, c'est un point de vue personnel. Mais pour répondre à ta question sur le libre arbitre, c'est vrai que plein d'algorithmes qui sont autour de nous et qui nous recommandent pas mal de choses. Je pense à Netflix, je pense à du Spotify, YouTube, par exemple. C'est des algorithmes qui vont te donner ce que tu as regardé, ce que tu as envie de regarder, suivant ce qu'il sait, et donc tu n'as pas vraiment de surprise. On est dans une phase 1, pour moi, de ces algorithmes-là, où on construit une confiance. C'est-à-dire, OK, je fais confiance dans ces algorithmes-là pour me recommander quelque chose qui effectivement me concerne. Et très vite, on va devoir, que ce soit nous en tant que consommateurs, on en a envie, mais aussi ceux qui produisent ces contenus-là, on a besoin que ces algorithmes s'ouvrent et proposent, puissent être surprenants, puissent te proposer quelque chose qui te sorte de ta bulle. Hein, donc l'effet bulle dont on reparlera sûrement peut-être plus tard. Ça répond à ta question ou pas? Un peu. À peu près. Sur l'effet bulle, peut-être justement, on en parle beaucoup sur Facebook, c'est la dérive naturelle de toutes ces plateformes. Aujourd'hui, c'est leur modèle économique. Et le RGPD, justement, ça va peut-être venir mettre tout ça par terre, puisqu'on n'aura plus le droit, on pourra dire je veux plus de cookies, ça va tout changer. On pourra dire, mais la question c'est est-ce qu'on le fera parce qu'aujourd'hui on accepte tout, hein. Enfin, avec les plus compliant, c'est du franglais, mais en tout cas ceux qui vont véritablement suivre tout ça, ils vont être irreprochables. Hein. Et ça ne va pas changer beaucoup de choses au démarrage parce qu'en fait, on va la donner. Donc il faut qu'on en soit aussi conscient. Et je pense que l'éducation, la transformation, elle est encore plus profonde chez chacun d'entre nous qu'elle peut l'être dans ces entreprises-là. Mais ce qui est vrai, c'est que ces marques, et c'est des marques, elles sont là pour qu'on les aime. Et donc, elles vont vous projeter des habits, du contenu, des films, tout ce que vous voulez que vous aimez, parce que vous allez trouver ça bien, donc vous allez inconsciemment aimer la marque. Et donc, il faut absolument aller discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord, rentrer dans une boutique avec des vêtements moches. Il faut aller voir autre chose, parce que sinon, on est sans arrêt conforté. Et être conforté, ça rend aussi assez intolérant par rapport à l'autre, parce qu'on dit, bah, finalement, tout le monde pense comme moi. Si tout le monde pense comme moi, c'est que j'ai raison. Et je ne suis pas sûre que ça crée effectivement cette capacité à l'adversité. À la fin, ça donne Trump. Le danger pour la démocratie, cette capture idéologique des plateformes, sous cette question, est-ce que c'est finalement l'ultime danger? Est-ce qu'on va être gouverné par ces algorithmes? Je crois qu'il faut venir à la racine du danger. Et la racine du danger, je voudrais revenir à ce que disait Elie Cohen, les révolutions industrielles ont évolué, etc. Mais il y a une grande différence avec celle-là et les précédentes qui est à la racine du danger de la démocratie. C'est qu'à l'époque de la voiture, tout le monde comprenait que c'était une voiture. Quand le train est arrivé, qui a été une révolution de la carte française énorme, tout le monde savait ce que c'était un train. J'ai une question à la salle. Est-ce que les gens qui savent vraiment ce que c'est qu'un algorithme peuvent lever la main? Ah, c'est une salle extrêmement cultivée alors. Bon, ils sont très motivés. C'est une salle extrêmement cultivée. En France, la plupart des gens, et c'est pas à l'école qu'on l'apprend, puisqu'il n'y a aucun enseignement, la plupart des gens ne savent pas de quoi on cause. Et c'est quand même très difficile de réfléchir à comment va évoluer un objet si on ne sait pas du tout ce que c'est. Je pense que expliquer ce que c'est vraiment que ces choses-là est essentiel. Savent ce que c'est qu'une puce 3D? Est-ce que vous pensez que les gens savent ce que c'est qu'une puce 3D? Non, ils ne savent pas davantage. Oui, mais une puce 3D, ça n'intervient pas tellement dans la vie de tous les jours. Si vous regardez tout ce qu'a été la révolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la plupart des gens ignorent totalement ce qu'est le hardware qui a derrière. Oui, mais les gens ne se posent pas de questions éthiques par rapport aux puces 3D, c'est assez différent. Les questions éthiques, vous les posez toujours.
Non, je crois que vous aurez beaucoup de mal à nous convaincre de la singularité absolue de l'intelligence artificielle par rapport à toutes les vagues technologiques que nous connaissons depuis 2 siècles. Je ne dis pas ça, je ne dis pas du tout ça. Je dis que beaucoup des problèmes actuels viennent du fait que les gens parlent d'une chose sans savoir du tout ce que c'est. C'est malheureusement une chose très répandue depuis très longtemps. Et ils parlent même à leur iPhone aujourd'hui, donc si j'ai bien compris. Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on voit régulièrement des journalistes qui écrivent de façon horrifiée ce qu'ils ont découvert en faisant une recherche sur tout ce qu'ils ont laissé sur Facebook depuis 10 ans. Donc, la première erreur, c'est de tout donner. On n'est pas obligé de tout donner. Et aujourd'hui, quand vous voyez, alors à l'âge de 15 ans, évidemment, on n'a pas la même maturité qu'à l'âge de 20 ans, qu'à l'âge de 25 ans, mais le problème aujourd'hui, c'est que Facebook utilise des données qu'on leur a données, avec toute la bienveillance. Et le libre arbitre, etc., commence à réfléchir à qu'est-ce que je veux vraiment donner à ces plateformes. Et là, vous allez voir que vous allez donner beaucoup moins. Sur le RGPD, il y a eu un sondage disant qu'en France, 80% des gens vont l'utiliser. Donc moi, je crois qu'on vit à un moment, quand même, un tournant. Le sentiment que j'ai, il y a une rébellion, l'affaire Facebook, etc., les gens en entendent parler. Alors, il n'y a pas eu massivement la désinstallation de Facebook par tout le monde, mais les gens commencent à se parler de leurs droits. Une nouvelle question du panel. Alors moi, c'est à propos d'un thème qui n'a pas encore été abordé, c'est celui de l'éducation et les émotions des robots. Il y a cette espèce de cliché et de peur que l'humain va finir par développer une dépendance émotionnelle au robot. Il y a eu des films là-dessus, par exemple le film Her, où l'humain tombe amoureux du robot. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait créer une éducation qui se préoccupe de nos émotions et d'assouvir nos besoins psychologiques pour justement éviter cette dépendance, cette dépendance émotionnelle de l'humain sur le robot? Je précise que le prochain débat, c'est la quête d'amour est-elle immuable? Alors, qui veut poser qui veut répondre à la question sur l'amour avec les robots? Il y a un point intéressant sur l'éducation et l'émotion, parce que pour qu'il y ait cette relation avec le robot, à mon sens, en tout cas dans ma conception des émotions et de l'amour notamment, il faut aussi que le robot ait des émotions. Ou en tout cas, il faut qu'on ait l'impression qu'il en ait. On a besoin, tu vois, d'un thème comme l'éducation par exemple, c'est important que le robot ait des émotions, ou en tout cas qu'il comprenne les émotions humaines, et notamment tout ce qui est non-verbal. On est en train de réfléchir, il y a des entreprises qui sont en train, pas on, nous, mais clairement des entreprises qui sont en train de réfléchir là-dessus, sur comment doter des émotions à une IA pour, par exemple, sur l'éducation, comprendre qu'un étudiant est frustré par une explication et du coup proposer une autre explication. Ou alors, ok, il a compris ce truc-là, donc je peux aller plus vite là-dessus et donc m'adapter à tout ce qui est non-verbal. Donc l'émotion, elle rend l'IA plus performante. Donc ça, c'est pour le côté, on a besoin de l'émotion, à mon sens, pour faire de la bonne éducation. Parce que l'éducation, je ne sais pas si tu parlais d'éducation via l'IA ou hors IA. Non, c'est plutôt sur une culture et une morale et une éducation qu'on donnerait à l'école ou à travers les parents. C'est plutôt de l'avertissement. Parce que pour moi, ça dépend énormément de l'IA qu'on a en face, en fait, si elle a une émotion ou... Moi, je pense que c'est pas forcément... Enfin, ça fait partie de l'éducation qu'on doit avoir sur les données, ça fait partie de l'éducation qu'on doit avoir sur les écrans, ça fait partie de toute cette éducation où ça, ces moyens sont absolument formidables, mais il faut savoir les gérer dans sa vie, il faut savoir pas exposer ses photos parce qu'elles seront retrouvées après. Donc, je pense que ça va être dans une vraie continuité. Maintenant, il y a des robots qui sont absolument craquants et c'est pas grave, je crois. Et d'ailleurs, il y a plein de petits qui sont amoureux de leurs poupées. Donc ça me choque pas. Voilà, il y en a un qui c'est des grands yeux comme ça à Vivatech et irrésistible. Donc, mais par contre, mais c'est vrai. Vous êtes tombée amoureuse d'un robot? Mais parce qu'en fait, on sent qu'il comprend, et pour des enfants autistes, par exemple, on peut vraiment faire des choses parce qu'il va aussi comprendre le moment de panique, etc. Mais ça fait partie d'un basique qu'on fait pas sans doute assez, et pas sans doute assez à l'école. Je suis bien d'accord sur comment c'est un outil et comment il faut que je fasse attention à tous les âges. Mais dans les conclusions du rapport Villani, il y a effectivement cette idée de l'éducation, certes, apprendre à coder, y compris aux filles, et aussi apprendre l'éthique
de cette utilisation, de ces nouvelles technologies dès le plus jeune âge. Donc je crois que ça fait partie de ces sujets auxquels on doit être aujourd'hui attentif. Autre question du panel. Bonsoir. J'ai une question sur la défense et les IA, parce que si on fabrique des IA pour défendre la France, on peut aussi craindre que des pays malveillants en fait, créent des IA tueuses. Donc peut-on craindre une guerre des IA, des robots tueurs? Qu'en pensez-vous? Alors Skynet, le mythe Skynet. Skynet, c'est Terminator. Hein. Là, on a un début de réponse, puisque dans le développement d'armes robotiques, ce qui est intéressant à noter, c'est que dans un premier temps, ça a été conçu comme une arme de réponse du faible au fort. C'est-à-dire que la Chine, en particulier, a développé une série de drones tueurs, de robots tueurs, etc., largués pour brouiller les systèmes de défense ou brouiller les flottes aériennes américaines, etc. Et donc, au départ, cette utilisation de robots tueurs, de drones tueurs, a été conçue comme une réponse asymétrique du faible au fort. Et ce qui est marrant, c'est que maintenant que la Chine s'est développée, à la fois économiquement, militairement, et que ça devient une puissance d'intelligence artificielle, elle est en train de développer des systèmes beaucoup plus complets, d'armes plus conventionnelles, j'oserais dire, avec toutes les capacités possibles de l'intelligence artificielle et de toutes les technologies embarquées dans le cadre d'une guerre moderne. Et donc l'IA est en train de devenir mainstream, je dirais, dans l'industrie de défense. Elle est moins l'arme du faible par rapport au fort. Mais sur le développement d'armes, d'outils létaux en général, utilisant l'intelligence artificielle, je crois que le développement est programmé. On parle de non-prolifération nucléaire. Est-ce qu'on peut faire une non-prolifération d'armes de robots tueurs? Oui, je ne sais pas, pour moi c'est trop tôt, mais il y a déjà quelque chose qui existe tout de suite, hein, qui est tout à fait dangereux, c'est les guerres cybernétiques, c'est-à-dire les guerres par algorithme, non pas sur les gens, mais sur les institutions. Il y en a des superbes, hein. Une très grande attaque sur le réseau ukrainien, les attaques sur les hôpitaux. Là, il y a vraiment du boulot en ce moment. Ça bosse de partout et c'est très très dur. Et quelque part, c'est plus malin qu'un robot tueur parce que ça attaque. Si on descend le réseau électrique français, ou une bonne partie du réseau électrique français, c'est pas la peine d'avoir beaucoup de robots pour foutre le bordel après, hein, c'est efficace. Et donc ça, c'est vraiment réel tout de suite, hein, c'est vraiment dangereux plus que les robots tueurs pour l'instant. Mais le sujet des robots tueurs existe vraiment. Mais disons que pour faire du mal à un pays, il n'y a pas besoin de tuer les gens, hein, on peut faire beaucoup de mal sans. C'est-à-dire qu'on peut tuer les gens en détruisant leurs infrastructures, par exemple. Il y a aussi le cas de l'Iran, dont les centrifugeuses ont été détruites par un virus. Autre question. Bonjour, une petite question sur la recherche. Est-ce que les chercheurs s'inspirent du cerveau pour concevoir les IA? Et du coup, je voulais savoir si mieux connaître le cerveau humain permettrait d'améliorer la recherche en IA et plus généralement, où est-ce qu'on a besoin de faire des progrès pour améliorer les intelligences artificielles? Alors, inspiré, oui. La preuve, ça s'appelle réseau de neurones, les systèmes. C'est pas du tout comme nos neurones, parce qu'il y a quand même une grosse différence, c'est que ça, on le fabrique nous, alors que nos neurones, on ne sait pas encore très bien comment ils fonctionnent. Donc le cerveau, c'est un des plus grands mystères de la science moderne. Et ça va être bilatéral, c'est-à-dire nous, on essaye de comprendre comment faire des machines moins rudimentaires que celles qu'on a à base de neurones, mais il y a beaucoup d'autres idées possibles. Mais par exemple, dans le cerveau, on ne sait pas du tout où est la mémoire, comment elle est faite. Et il y a une grande différence entre la recherche en informatique ou en IA et en biologie. C'est qu'en informatique et en IA, c'est pas une science naturelle, on fabrique tout. Il n'y a que nous qui l'imitons. Alors qu'en biologie, déjà, aller voir dans le cerveau des gens, c'est pas très facile. Donc voilà, ça va beaucoup plus vite. Mais les deux vont pouvoir s'interpénétrer, il y a énormément de discussions sur le sujet. Et les neurosciences sont un des très grands sujets scientifiques. Et les gens qui font de l'intelligence artificielle sont super modestes par rapport au cerveau, hein. Très très modestes. Et puis ça aussi, ça donne des idées de structure de machines complètement nouvelles aussi. Donc il y a du boulot pour longtemps. Est-ce qu'il y a une autre question? On a fait le tour. Alors, écoutez, Élie, bien sûr. J'aimerais qu'on revienne sur le risque démocratique, parce que je trouve qu'on est allé un peu vite là-dessus. Ce qui est intéressant dans l'affaire Facebook Cambridge Analytics, qu'est-ce que c'est? C'est que Facebook a donné accès donc, aux profils
et aux pages Facebook à une société qui développait une application qui était Cambridge Analytics, qui, à partir de ses profils et de ses pages, a défini un certain nombre de catégories de sensibilité politique, avec une capacité d'acceptabilité des arguments qu'ils essayaient de repérer à partir de leurs relations, de ce qu'ils lisaient, de ce qu'ils mettaient en avant, etc. À partir de quoi on a défini une stratégie politique de ciblage pour faire passer un message particulier, pour mobiliser certains électeurs dans certains sens, et plus grave que tout, on a diffusé par ce canal des informations fausses pour manipuler directement et donc pour créer un groupe d'adhésion, une bulle politique qu'on a ensuite essayé d'orienter. Et ce qui est absolument dramatique, c'est que Facebook, dans un premier temps, a nié, dans un deuxième temps, a dit que ça concernait un nombre limité de gens, et plus le temps a passé, plus on a découvert que c'était 30 millions, 50 millions, 80 millions de personnes qui étaient concernées. Dans un premier temps, on nous a dit que c'était uniquement des Américains, puis on a appris qu'il y avait des Européens également. Là, on a découvert progressivement comment un média pouvait influencer des électeurs, alors que toute la sociologie des médias nous avait appris jusqu'à présent qu'un média n'influençait pas les électeurs à cause de la capacité d'un électeur de disposer de différentes sources d'informations et de se former un jugement. Là, il y a une technique d'orientation des comportements qui, pour la première fois, s'est révélée d'une redoutable efficacité. Donc là, de ce point de vue-là, la combinaison de cette technologie et de la diffusion de fausses nouvelles produit des résultats. Vladimir Poutine a dit que le pays qui dominera l'IA dominera le monde, sera la puissance dominante dans le monde de demain. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une guerre où aujourd'hui les États-Unis et la Chine sont les puissances dominantes et de très loin, elles investissent des milliards. Et est-ce que l'Europe, d'après vous, on en a un peu parlé tout à l'heure, a pris suffisamment la mesure de ce qui est en train de se passer? Ce qui est très frappant, c'est que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'intelligence artificielle, j'étais allé faire un voyage aux États-Unis au début des années 90 et j'étais allé au laboratoire, au Media Lab chez Negroponte et il m'avait expliqué ce qu'on pouvait faire, les avatars, comment les avatars pouvaient communiquer entre eux, etc. Et il y avait tout un débat là-dessus. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que les grandes entreprises qui investissent dans l'IA sont les GAFAM d'un côté et les BATX de l'autre, c'est-à-dire des entreprises qui ont un intérêt majeur à maîtriser ces technologies, mais à des fins qui ne sont pas des fins qui sont parfaitement transparentes, comme on vient de le voir avec cet exemple-là. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, la Chine est clairement dans une logique de rattrapage dans ce domaine-là, et qu'elle est maintenant à peu près au niveau, puisque quand on regarde les publications scientifiques qui sont faites à la fois par des Chinois, mais mieux encore, par des Chinois dans des laboratoires américains, européens, canadiens, etc., c'est tout à fait impressionnant de voir ce qu'a été la progression au cours des dernières années. Ils maîtrisent de mieux en mieux. Ils ont décidé d'investir massivement là-dedans. Vous connaissez les chiffres. Je veux dire, personne n'aura la cruauté, surtout que Cédric Villani n'est pas là, de comparer les chiffres qu'on compte investir en France, 1,5 milliard par redéploiement de données de dépenses qui ont été déjà faites, déjà programmées 15 fois et déjà distribuées 15 fois, avec les 22, les 30 milliards annoncés par les Chinois. Personne... On dit que les Chinois comptent 2 fois, aussi. Ils comptent 2 fois ce qu'ils investissent mais parfois. Même si vous divisez par 2... Non, mais, là, juste Philippe Vallée. Non, juste un point qu'il faut important, parce qu'on parle de la Chine et des États-Unis. Ce n'est pas la Chine et les États-Unis. Vous avez aujourd'hui aux États-Unis 3 acteurs que sont Facebook, Google et Microsoft qui ont collecté énormément de données. D'accord ? Et vous avez 2 acteurs en Chine qui sont Tencent et Alibaba. Pour les mêmes raisons, ils ont connecté les données de 800 millions de Chinois. Et en fait, on l'a dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, c'est du machine learning, et le machine learning, en fait, c'est de l'apprentissage. Et cet apprentissage se fait sur la base d'une base de données gigantesque. Absolument. Et donc, le problème qu'on a, nous, Européens, c'est de faire ce rattrapage, parce qu'en Europe, vous n'avez aucune entreprise qui détient les données de 400 millions d'habitants. Il faut préciser aussi que ce n'est pas sur le niveau du savoir que ça se passe, parce que tout ce qui est fait dans ce domaine, quasiment, est public. Donc, par exemple, Facebook, tout ce qu'il fabrique, vous pouvez le prendre chez vous, c'est public domain, il n'y a pas de problème.
Donc c'est pas là que ça se passe, c'est effectivement dans les données. Hein. C'est pas dans l'intelligence des concepteurs. Il y a des bons partout. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas épuisé le sujet, ça serait difficile en aussi peu de temps. Il y a énormément de questions. Est-ce que dans la salle, on peut prendre 10 minutes de questions et on va vous passer mon micro. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Oscar, docteur en robotique. Ma question, ça concerne l'utilisation de la technologie. La technologie nous aide à faciliter notre vie. Mais est-ce que cette interaction, notamment avec les réseaux sociaux, une des manifestations des algorithmes intelligents, ne rend pas forcément plus intelligents? Est-ce que ça nous rend plus bêtes ou est-ce qu'on tend vers une autre façon de l'intelligence humaine? Si j'ai bien compris la question, est-ce qu'on tend vers l'intelligence humaine? Une autre intelligente. Pas encore. Alors, trop tôt pour le savoir. Après. Non, on est dans des phénomènes transitoires qui sont super compliqués à analyser. Alors, et puis, il y a aussi des phénomènes médiatiques très sérieux. C'est-à-dire, rappelez-vous qu'il y a 3 ans, on ne parlait pas d'IA, on parlait que d'imprimantes 3D, que ça allait révolutionner le monde. On ne parle plus d'imprimantes 3D. Pourtant, les imprimantes 3D existent toujours. Elles n'ont juste pas révolutionné le monde. On ne sait pas, on est dans des transitoires. On ne sait pas, et de toute façon, ce n'est pas les vieux qui peuvent décider comment les jeunes se comporteront. Hein. Ça, c'est une loi de base. Moi, je pense que si. Je pense que c'est déjà en train d'arriver avec la mémoire, par exemple. La mémoire, on l'a externalisée. Aujourd'hui, notre mémoire à tous, c'est Google. Ce qu'on retient, ce n'est pas les faits, ce n'est pas les choses, c'est comment y accéder. C'est quels sont les chemins pour récupérer cette information. Donc, notre intelligence, elle est déjà en train de changer. Et Google a même déjà changé la façon dont on se sert de notre mémoire, d'après ce qu'on dit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas derrière. Pardon. Oui, alors, avant toute chose, je voudrais revenir sur ce que disait tout à l'heure Cyrus North par rapport au déterminisme chez les machines. Et est-ce qu'il y a un libre arbitre au sens spinozien du terme ou pas? Oui, j'ai regardé les vidéos, du coup. En fait, vu que les algorithmes sont stochastiques, on peut considérer que l'intelligence des machines n'est pas vraiment déterministe, puisque c'est un phénomène qui est aléatoire. Voilà, juste pour dire ça. Mais ma question n'est absolument pas ça. Ma question est la suivante. On a vu des romans d'anticipation comme celui des sœurs Wachowski, donc Matrix, ou à terme, comme le projet de Elon Musk, Neuralink, de transférer les informations du cerveau à des machines. Donc, est-ce que le futur de l'humanité ne serait pas numérique? Et est-ce que tout ça, ça ne remet pas en question un petit peu notre définition de l'humanité? Le passé de l'humanité est pas mal numérique aussi, parce que le cerveau, c'est quand même pas mal une machine numérique aussi. Si vous regardez le code neural, comment ça fonctionne, c'est très numérique aussi. Donc, je pense que la question est trop compliquée pour être posée réellement comme ça. Il faudrait l'affiner. Non, ceci dit, pour vous donner raison, si on regarde le hashtag qui a accompagné le rapport Villani, c'est AI for Humanity. Donc il y a peut-être, si je peux me permettre de vous apporter une réponse, n'étant pas panéliste mais animateur, et je regarde un peu ces questions, on a un peu le sentiment que, effectivement, on s'interroge sur le devenir de l'humanité au travers de l'intelligence artificielle, puisqu'on utilise finalement quelque chose d'humain, une notion humaine, en l'appliquant aux machines. Et c'est parce que ces gens de la Silicon Valley, ils sont en train de penser le futur de l'humanité. Il y a une idéologie, ce qu'on appelle le transhumanisme, qui est derrière ça. Ils veulent vaincre la mort, ils veulent se télécharger dans des ordinateurs. Et Elon Musk, il veut emmener l'humanité sur Mars parce qu'il pense que la Terre n'en a plus pour très longtemps. Donc il y a quelque chose d'un peu particulier qui fait une sorte de fusion entre la Silicon Valley et Hollywood, quoi. En fait, ce qui se passe en ce moment, et c'est super intéressant, c'est qu'on est en train de redéfinir un peu ce que c'est l'humanité. C'est-à-dire qu'à l'époque de Descartes, par exemple, il y avait les animaux-machines, donc ce qui n'avait pas de raison, et il y avait l'humain. Donc l'humain, c'était l'intelligence, en fait. Et là, après, on s'est dit, avec donc l'intelligence artificielle, on s'est dit, ok, non, en fait, c'est pas ça, parce que sinon, c'est des humains. Donc qu'est-ce qu'on a de plus? Ah, on a des sensations. On a des émotions, etc. On est en train de voir que peut-être que c'est des choses qu'on peut insuffler, etc. Il y a la conscience de soi. On est en train de voir que c'est possible qu'une intelligence artificielle se reconnaisse comme intelligence artificielle, etc.
Donc qu'est-ce qui nous reste? C'est une grosse question, tu vois. Donc, et j'ai pas la réponse là tout de suite. Mais effectivement, ça bouscule totalement les frontières de l'humanité. Il nous reste une chose tout à fait importante. Dans les systèmes d'apprentissage, n'oubliez pas qu'un système d'apprentissage sait faire une chose. Il sait faire lire des radios, mais il ne sait pas faire du vélo. Un gamin de 2 ans, il ne sait pas lire des radios, mais il sait faire du vélo, il sait parler, il sait chanter, etc. Et puis, n'oubliez jamais que l'intelligence, ce n'est pas une personne, c'est une société. Nous avons la chance d'avoir une intelligence collective. Et si on peut lire des bouquins merveilleux, c'est parce qu'ils ont été écrits par d'autres que soi-même. Et ça, c'est vraiment bien. Je réfère, très bien. Je vais faire un petit sondage dans la salle. Est-ce que vous avez, au terme de ce débat, l'impression que vous avez toujours peur de l'intelligence artificielle? Levez la main si vous avez peur de l'intelligence artificielle. Ou est-ce qu'on vous... Qui a peur de l'intelligence artificielle dans la salle? Moi, je trouve... Non, après, il faudrait définir pourquoi. Mais... Et qui pense que c'est plutôt un progrès si on sait la maîtriser, si on sait la rendre humaine? Allez. La double face. Voilà, bravo. Eh bien... Écoutez, ça sera notre conclusion. Bravo. Bravo. Il y a un truc qu'on n'a pas dit. Et il veut pas s'arrêter. Il veut pas s'arrêter. Attendez. Allez-y. Il y a un truc qu'on n'a pas dit qui est un peu important. Là, en ce moment, grâce à la notoriété des chercheurs français, énormément d'entreprises étrangères s'installent à Paris pour ouvrir des grands labos d'intelligence artificielle. C'est absolument formidable, ils vont embaucher énormément de gens, il va falloir se demander si on aura encore des profs de fac pour enseigner aux jeunes. Bon, donc c'est une bonne nouvelle pour les chercheurs français. Je voudrais remercier bien sûr cette maison qui nous a accueillis, cet endroit immortel, et je crois qu'on a pris beaucoup d'intérêt à débattre, mais remercier les intervenants et je crois qu'on peut les applaudir encore. Merci. Voilà.